peut dire depuis 2012. Donc, le Mali vit une situation difficile. Mais les choses commencent à se corser davantage. Et donc, par rapport à ce nouveau décret portant sur la suspension des activités des partis politiques et de toute autre activité politique, des associations ou d'organisations politiques, est-ce que c'est un décret qui vient à point nommé et qui a des bénéfices pour le pays, ou est-ce qu'il y a des conséquences fâcheuses pour notre pays? Bon, d'abord, je voudrais quand même rappeler que le décret vient dans un contexte tendu, suite d'abord à des rumeurs ou des velléités de dissolution des partis politiques et de tous les droits également de ces partis. Et suite à ça, les citoyens, individuellement et collectivement, dans des partis ou dans des associations, donc avaient commencé à s'organiser, des meetings ont commencé à se mettre en place, des conférences de presse et des points de presse ont commencé à être organisés. Je crois que, en un mot, un mouvement social a commencé à se mettre en place. Et donc, face à cette menace de montée de contestation sociale, il y a des individus également se déclarant être soutien des autorités de la transition, ont commencé à proférer des menaces à l'endroit de ces acteurs politiques et sociaux. Souvent même des menaces de mort. Et il y a eu beaucoup de réactions également de l'autre côté. Et donc, c'est dans ce contexte de tumulte, de trouble, ou en tout cas de menace de trouble, qu'effectivement ce décret intervient. Donc, dans un certain sens, on pourrait dire que le décret est arrivé à point nommé pour calmer la situation. Et ça calme la situation pour un moment. Mais je ne sais pas combien de temps le décret va prendre. Et combien de temps les gens vont accepter de se soumettre au décret. Puisque déjà, je crois qu'il y a eu des préalables qui ne sont pas de nature également à rassurer les gens quant à l'exigence de justice, d'équité qui doit être faite dans un pays. Quand des citoyens sortent, des individus sortent pour menacer des citoyens dans leurs droits, et quand ils passent, ils ne se limitent pas à menacer, mais ils mettent à exécution leurs menaces. Notamment, normalement, les autorités devaient prendre leurs responsabilités et réprimer des comportements de ce genre. Mais je pense que la réponse de l'autorité a été le silence, pour ne pas dire la complaisance ou sinon la complicité. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont vraiment pas de nature à promouvoir la paix civile. Et donc, je crois que dans ce sens-là, on pourrait effectivement penser que ce décret pourrait poser de nouveaux problèmes. Donc, ça risque effectivement d'engendrer quelque chose qui devait se passer dans la plus grande passivité. Donc, ça risque d'être un conflit. Est-ce que la liberté d'association est menacée à travers ces décrets? Oui, avant de répondre à la question est-ce que les libertés d'association sont menacées, je voudrais aussi dire aux autorités que c'est une erreur de penser
qu'on puisse vivre dans une société sans aucun conflit. Ce n'est pas possible. Dictatoriale qu'elle soit, la société, totalitaire qu'elle soit une société, elle ne pourra jamais mettre un terme à la conflictualité. La conflictualité, elle est inhérente à la vie humaine. Vous partez dans les familles, les gens se battent entre eux. Dans la société, les gens se battent entre eux. Vous avez beau faire pour mettre un terme à ça, vous n'avez aucun moyen d'empêcher ça. Parce que je dis bien, c'est quelque chose qui est inhérente à la société. Surtout une société qui se dit démocratique. Les conflictualités entre l'État et la société. Quand je dis l'État et la société, le pouvoir en place d'un côté, puis en face de ça, les partis qui sont dits opposition, les associations, les organisations qui sont opposées. Donc ça, c'est quelque chose, ce conflit-là. On ne peut pas maîtriser ça. On peut gérer, on peut tenter de gérer, mais on ne peut jamais empêcher ça. Donc vouloir empêcher ça, il y a deux choses possibles. Soit vous partez en péril, donc celui qui s'oppose à une telle logique, ou soit vous tombez dans la terreur. Et de toute façon, la finalité, c'est votre péril. Et donc, moi, je crois qu'il faut éviter de tomber dans des erreurs que d'autres sociétés ont connues. Donc, on ne peut vraiment pas mettre fin à la conflictualité. On peut gérer la conflictualité, mais on ne peut pas l'empêcher. Or, j'ai l'impression que ceux qui sont aujourd'hui en place ont tendance à vouloir supprimer toute conflictualité dans la société. Ce n'est pas possible. Et je crois que le décret se situe dans ce cadre-là. On peut, quand je dis gérer, donc si le décret devait prendre un temps raisonnable, mais si on devait le maintenir éternellement, donc or, ça ne peut jamais être ça. Et donc, à mon avis, il faut sortir de là, aller à un compromis politique dynamique. Et donc, à la question, est-ce que la liberté d'association est menacée? Oui, c'est toute la liberté d'association qui est menacée par ce décret. Parce que, ou du moins, c'est ce que les gens, quand même, peuvent imaginer. Parce que si on essaie de se faire un peu de miroir, de regarder un peu dans le rétroviseur, voir qu'il y a eu une première suspension des activités des partis politiques, des activités des associations et organisations à caractère politique. On a déjà connu ça, même si ça a été levé après. Mais il y a même des chefs de parti qui ont fait les frais. Il y a 11 chefs de parti qui avaient été arrêtés, ils ont été libérés. Donc, vous voyez, ça n'a pas mis fin à la conflictualité. Et donc, on est dans un autre cas. Des syndicats auraient été aussi dissous. Quand vous prenez par exemple le cas de l'AM, il y a le cas du syndicat, je crois, de la police. Donc ça, je crois que tout ça, c'est de nature, en tout cas, c'est des choses qui sont de nature à compromettre la liberté d'association. Donc il ne faut pas être surpris si les syndicats, les associations s'asseyent et regardent les partis politiques partir, mourir. Donc, il ne faudrait pas être surpris que progressivement et de façon successive, que l'État ne finisse par effectivement s'en prendre à chaque fois qu'il y a un syndicat indiscipliné, une association indisciplinée, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans l'air, qui refuse de rentrer dans les rangs. Il ne faut pas être surpris que ça soit le même sort qui leur soit réservé. Autrement dit, la dissolution. Bon, aujourd'hui, on n'est pas à la dissolution, mais on est à la suspension. Mais entre la suspension et la dissolution, il peut y avoir seulement qu'un petit pas. Donc, on peut, du jour au lendemain, ils peuvent être tentés, si rien n'est fait, ils peuvent être tentés, effectivement, de vouloir dissoudre. Mais moi, je crois que ça sera une grosse erreur. Déjà, la suspension, à mon avis, c'est mon point de vue. Donc, pour moi, c'est déjà une erreur de cette deuxième suspension. Et
Donc, passer de là à tenter la dissolution, ça risque d'être une grosse erreur. Bon, et déjà, je ne suis même pas sûr que les gens vont être patients pendant très longtemps pour ne pas, en tout cas, réagir par rapport à ça, au regard de la méfiance, de la défiance et de la rupture de confiance qui existe aujourd'hui entre beaucoup de citoyens et ceux qui sont au pouvoir. Et après aussi, quelques années également, la situation économique catastrophique que le pays est en train de traverser, la situation sécuritaire, même s'il y a eu des efforts qui restent encore à désirer. Et donc, moi, je ne serais pas surpris que dans les jours, les semaines à voir, que la conflictualité qu'on veut faire taire ne puisse prendre encore de la voix. Nous sommes tous partants pour l'AIS. Mais je pense que le Mali est à l'origine de l'AIS. Tout est parti du Mali. Et aujourd'hui, on veut évoquer des prétextes pour évidemment aller à contre-courant de l'histoire. C'est-à-dire que le Mali a été le premier à donner le ton. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est le Mali qui veut s'aligner sur les autres pays. Alors que c'est l'inverse qui devait se produire. Le Mali, c'est la tête de proue. Mais aujourd'hui, on a l'impression que de la tête de proue, le Mali est en train de traiter la direction qui a été empruntée par ses disciples, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Et autrement dit, nous, contrairement au Burkina Faso et au Niger, donc avant les deux, le contexte aussi, les contextes n'étaient pas les mêmes. Donc nous, on était confrontés à la CEDEAO, à la communauté internationale, donc à pas mal de pesanteurs. Donc face à ces situations, je pense que le Mali avait adopté à une posture de réforme et non une posture de révolution. Et puisque la constitution n'a pas été dissoute au Mali, donc elle est restée maintenue. À côté de la constitution, on a élaboré une charte qui parle à peu près à des endroits après, qui dit la même chose que la constitution. Et puis après, on a procédé à une révision constitutionnelle. Donc on a mis en place une nouvelle constitution, donc qui réaffirme l'existence des partis et puis tous les droits qui vont avec. Et donc, pour faire comme le Burkina et le Niger qui ont donné 5 ans donc, à leur président et qui ont élevé leur président au rang de leur président de transition au rang de président de la République. Et donc, le Mali aussi veut faire pareil. Mais malheureusement, dans le cas du Mali, il n'y a aucun texte juridique, y compris les textes qui ont été élaborés par les autorités en place. Donc, il n'y a aucun texte qui puisse les aider à faire ça. Et donc, on veut faire un forcing. Bon, on peut le tenter, mais le risque, c'est que difficilement, c'est un coup qui peut passer. Ce coup-là passera difficilement. Ce n'est pas parce qu'on est militaire. On peut être militaire, on peut avoir toutes les armes possibles du monde. Mais vous pouvez emprisonner quelques individus ou même des groupes d'individus, mais vous ne pouvez pas enfermer tout le pays. Donc moi, je crois qu'il y a des acquis, on est tous d'accord. La voie de la souveraineté, on est tous d'accord. Mais je pense qu'il y a également des ambitions personnelles inavouées, donc qui font aujourd'hui que certains voudront nous amener ailleurs. Et donc, ce qui serait extrêmement dangereux. Je crois qu'ils doivent écouter, ceux qui sont au pouvoir doivent écouter tous ceux qui s'agitent aujourd'hui, tous ceux qui sont mécontents, furieux, ne sont pas forcément contre la logique qui a été enclenchée. Mais il y a aussi des problèmes au niveau de la transition. Je pense qu'ils doivent aussi accepter de se remettre en cause ou du moins écouter les critiques qui les sont infligées par les uns et les autres. Il y a des problèmes économiques, mais il n'y a pas que des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux, il n'y a pas que des problèmes sociaux, il y a des problèmes politiques. Et on ne peut pas expliquer tout ça par la situation sécuritaire. Et je crois qu'il y a des partisans de la transition qui ont tenté de le faire, ils en ont fait les frais,
ils en ont fait les frais. L'ancien PM, par exemple, lui, depuis qu'il était au pouvoir, donc il disait ses vérités, en tout cas ses alliés. On ne l'a pas écouté, donc on a voulu aller contre, en tout cas ça. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on peut dire c'est regrettable d'avoir perdu, en tout cas, cet homme d'une expérience politique extrêmement importante. Donc, je pense que pour me résumer, il serait dangereux aujourd'hui que le Mali essaie de s'aligner au Niger et au Burkina Faso au nom de la création de l'AES. Je pense que le Mali doit, sur le plan intérieur, aller avec sa propre voie et non s'aligner sur les autres. Comme les autres ne se sont pas alignés sur le Mali, donc le Mali aussi ne doit pas s'en remettre en cause l'AES. Donc le Mali ne doit pas vouloir forcer aujourd'hui les choses pour faire comme les autres. Pour moi, c'est une erreur. Est-ce que nous venons de voir, après l'annulation de la marche qui était censée être pacifique, vous l'avez évoqué, nous avons vu des jeunes qui sont sortis, entre guillemets, des badauds, qui ont vraiment tenté de porter atteinte à ces manifestants. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que cette transition est en train de devenir violente, sinon autoritaire ou dictatoriale? Bon, oui, bon, enfin, ce qui est sûr et certain, je crois que de plus en plus, il est évident que la légitimité de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir est largement en souffrance. Et d'ailleurs, je crois que les menaces proférées par ces individus-là dont vous parlez expriment clairement, en toute évidence, la panique qui s'installe de plus en plus dans le camp du pouvoir. Et je pense qu'ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Il n'y a pas un pouvoir qui a été aussi soutenu au Mali que ce pouvoir-là. Et donc, si aujourd'hui, il y a des voix dissidentes, je crois qu'ils doivent se remettre eux-mêmes en cause que de vouloir persister dans l'erreur. Il y a eu des erreurs, ces erreurs doivent être corrigées et non vouloir y persister. Où se situent les erreurs? Non, les erreurs qui ont été commises, bien entendu, c'est qu'on ne peut pas... Je crois qu'on veut gouverner le pays dans la peur. C'est-à-dire faire peur aux gens, des arrestations arbitraires par-ci, par-là. Des gens sont arrêtés, ils ne sont pas jugés. Ou ils sont arrêtés et puis libérés, ils ne sont pas jugés. Ou ils sont maintenus en prison. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut corriger, à mon avis. Et puis, chaque fois, de façon intempestive, soit on essaie de restreindre les libertés des citoyens, que ce soit les libertés individuelles ou les libertés collectives, comme les libertés d'association. Donc tout ça, pour moi, aujourd'hui, à mon avis, par exemple, la rumeur ou la volonté de dissoudre les partis politiques, moi je me pose la question de savoir en quoi aujourd'hui les partis politiques sont une menace, dans la mesure où le financement est suspendu depuis des années. Donc ça suffit déjà pour paralyser. Deuxième chose, c'est qu'on pouvait simplement se contenter de mettre en œuvre les recommandations des ANR, qui avaient effectivement dit la réduction des partis, du nombre de partis politiques, mais au lieu de réduire, ces autorités elles-mêmes en ont créé jusqu'à plus de 100 partis. C'est pas seulement moi qui le dis. L'ancien PM qui est aussi l'ancien allié important donc du pouvoir en place, l'avait aussi dénoncé depuis qu'il était au pouvoir, que des militaires étaient en train de créer des partis politiques. Donc je pense que le fait aussi de tourner le dos à l'ANR, aux ANR, et de tourner pratiquement le dos au processus de refondation, tout ça suscite aussi des soupçons sur les vraies intentions de ceux qui sont au pouvoir. Il y a des doutes qui commencent à se poser sur la réelle intention révolutionnaire de ceux qui sont au pouvoir.
Est-ce que ce sont même de plus en plus, on peut se demander si c'est des vrais réformateurs. Quand on voit de la manière dont les ANR sont en train d'être enterrés, la refondation également est en train de plus en plus être enterrée. Donc moi, personnellement, en tout cas, je ne crois plus à la posture révolutionnaire de ceux qui sont au pouvoir. Je ne crois même pas qu'ils soient tout simplement des réformateurs sérieux. D'accord. Et est-ce que vous avez un dernier mot concernant tout ce qui se passe actuellement? Non, le dernier mot, moi je crois que mettons la balle à terre, quoi. Et pour moi, la suspension, ce n'est pas la solution. Il faut insérer le dialogue politique. Un dialogue franc, un dialogue sincère. Sortons de la diversion, sortons de la manipulation. Parce que la diversion, la manipulation, c'est des moyens de gestion politique. Mais en même temps, ils ont leurs limites. Je crois que même les grands théoriciens sérieux, peut-être qui les inspirent, ne disent pas les choses de cette manière. Aucun théoricien, y compris Machiavel, qui est galvaudé par les uns et les autres, Machiavel n'a jamais dit qu'il faut simplement gérer le pouvoir par le mensonge, la violence, non. Donc Machiavel n'a jamais dit ça à quelqu'un. Si les gens prétendent s'inspirer de Machiavel pour commettre tous ces forfaits, pour moi c'est une erreur. La vertu, également, dans la pensée politique de Machiavel est centrale. Je crois qu'il faut revenir à la vertu. Il faut donner l'exemple. Il faut gouverner les gens par l'exemplarité. Et non, en tout cas, vouloir faire taire les gens par la peur, l'intimidation, par des moyens de diversion, de propagande. Tout ça ont des limites. Je crois qu'il faut aller à un compromis politique, dynamique, salutaire pour tout le pays, et non en tout cas de vouloir faire taire les protestations, les contestations, en un mot, le conflit politique qui est inhérent, qui est consubstantiel à toute existence sociale. Donc il n'y a pas de société s'il n'y a pas de conflit. Donc vouloir supprimer cette conflictualité, c'est vouloir supprimer la société. Or, on ne peut pas supprimer la société. Donc, on ne peut que se supprimer soi-même. Et je crois qu'aujourd'hui, personne n'a intérêt que de la conflictualité politique, que le pays sombre dans une guerre civile. Et je crois que la responsabilité politique et historique des autorités en place est engagée, donc pour éviter le pire à notre pays. Les gens souffrent déjà, et sur tous les plans, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique. Et je pense qu'il faut alléger la souffrance des Maliens et non d'en rajouter. Merci.